Dans cet épisode, on va parler de comment et pourquoi commencer sa carrière dans la vente dans la tech en 2022. Salut, c'est Eric, co-founder de ESS Game, créateur de ce podcast et aussi SDM manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, je reçois Clément Martin, CEO et co-founder de Rocket for Sales. Dans l'épisode, on parle de que c'est assez compliqué de se projeter quand tu démarres ta carrière, de comment on peut tomber dans la vente, de pourquoi commencer par ce métier et pourquoi le faire dans la tech en 2022. Donc, hello Clément, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, ce que je disais, je reçois Clément Martin, donc il est CEO et co-founder de Rocket for Sales. Donc du coup, Clément, est-ce que tu peux te présenter justement, est-ce que tu fais avec Rocket for Sales? Salut Elric, je suis ravi de ce deuxième échange ensemble. C'était il y a 2 ans, je crois. On avait déjà échangé. Troisième échange. Troisième? Oui, Ah, troisième déjà? Ouais, déjà. Effectivement, là, ça va vite. Écoute, qui je suis? Clément Martin, le fondateur de Rocket for Sales. Et qui on est? On est le cabinet d'agents, de commerciaux dans la tech. Alors, en simple, c'est ce qu'on appelle un peu du reverse headhunting, donc du coup, et en français, du recrutement inversé. C'est quoi? C'est accompagner les sales dans leur stratégie de carrière, et plus particulièrement dans la tech pour nous, et les aider à se poser les bonnes questions, à identifier les bonnes trajectoires, parce que un mauvais choix peut avoir des contraintes, et comme je l'ai vécu, l'idée c'est de mettre à disposition notre savoir de toute l'équipe pour les aider à prendre le bon virage. Donc voilà un peu ce qu'on fait chez nous. Donc on accompagne des sales tous les jours, et on est une petite dizaine aujourd'hui. Justement, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi et comment commencer une carrière dans la vente dans la tech en 2022. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en fait, justement, à des personnes en fait, qui veulent se lancer dans la tech? Ouais, alors effectivement, démarrer dans la tech, je pense que moi j'ai eu une chance assez dingue de démarrer dans une. Alors j'ai démarré dans une société de service. Je te parle de ça, et c'est pour ça que j'ai plus beaucoup de cheveux, mais j'ai déjà une dizaine d'années d'expérience dans les jambes. En fait, j'ai eu la chance de rentrer par un stage en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société de service, et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui étaient passionnés par la tech. Non pas comme une SS2I où on va juste placer des consultants dessus, mais qui avaient des vraies convictions en termes de business. Et c'était technologie et business. Et ça, c'était relativement important pour moi, parce que ça a vraiment conditionné aujourd'hui ce que je fais dessus. Mais je suis un peu tombé par hasard. Donc, pourquoi rentrer en tant que sales dans la tech? C'est assez compliqué de se projeter quand tu sais pas ce que ça fonctionne, quoi. Tu connais TikTok, Facebook, potentiellement, tu as entendu parler de Salesforce, mais il faudrait savoir pourquoi. Des fois, les écoles vont potentiellement t'orienter vers la grande distrib. C'est des choses un peu plus classiques, ou même la finance, des carrières. Avec tout le bruit autour des startups, ça commence à venir un petit peu, et il commence à s'éclairer là-dessus, mais c'est pas la voie royale comme on le voit dessus. Donc du coup, pourquoi? Déjà, c'est de comprendre un petit peu les métiers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça va donner? Et du coup, comment tu peux arriver à ce schéma de raisonnement de dire, tiens, je vais me mettre dans la tech. Donc du coup, soit dans ta famille, tu as du réseau, et ils vont te parler de, tu as un grand frère qui est sales dans la tech, etc., et qui va t'orienter là-dessus. Soit tu as eu la chance de faire un stage, ou des copains de promo qui ont fait un stage dans la tech, dans une start-up, et qui ont découvert
toute cette énergie, hein, parce que au final, c'est un peu ça qui se dégage. Hein. Toi, chez Chili Pepper, je pense que tu dois le vivre au quotidien. L'énergie à l'américaine, l'énergie de la croissance, c'est galvanisant. Il y a ça, et sur le côté, tu disais famille par exemple, ça me fait penser, j'ai une de mes SDR qui est justement, je crois que ses deux parents, ils sont dans la tech, et du coup, c'était la suite logique pour sa carrière en fait. Ouais, et c'est assez rigolo parce qu'on ne le voit pas beaucoup. On le voit pas beaucoup. Alors tu commences à le voir parce que il y a de plus en plus de gens qui étaient dans les années 2000 déjà un peu dans cet écosystème, mais c'était très niche à l'époque. C'est pas la taille qui est celle d'aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous dans 20 ans et je pense que la taille sera encore différente. Mais mais ouais, les familles, on commence à le voir. Je commence à avoir des parents qui me disent: Ah, tiens, j'ai mon fils qui est dans la tech, qui est rentré en tant que BDR dans la tech, et tiens, faudrait que tu t'échanges avec lui. Donc, du coup, c'est assez rigolo de ce point de vue-là. Et puis après, c'est le hasard des job boards, enfin des plateformes d'annonces où tiens, ça a l'air intéressant et voilà. Et du coup, c'est mon cas parce que en fait, j'ai postulé à un poste et je me souviens, alors c'était assez rigolo, je me souviens d'avoir le dépliant à l'accueil, je lis ce sur quoi, c'était sur les ETL, l'intégration de données et tout. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je ne comprenais rien. Coup de chance, il m'embauche en stage. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais mettre 1 an à comprendre ce que je faisais, ce que je vendais. Bon, j'ai mis 1 an, et j'ai fait 4 ans chez eux, mais ça a vraiment conditionné ma carrière. Donc pourquoi, si je réponds à la question, donc là, ce dont j'ai parlé, c'est plus comment t'en arrives là, hein, à se dire, tiens, j'aime la tech parce que je m'intéresse, je me passionne pour tout ce qui est technologique, etc. Donc ça t'en a de plus en plus. Mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir d'autres canaux. Et pourquoi? Parce que en fait, ça donne l'opportunité de faire partie de quelque chose qui va devenir gros. On parle souvent d'entrepreneuriat et d'avoir un sentiment de faire partie de la bonne vague. Souvent, quand tu fais des grosses structures dans des anciennes industries, etc., tu deviens trop dans un schéma de process, de reporting, et tu sais pas qui a le pouvoir, tu sais pas qui. C'est compliqué. Alors que sales dans la tech, généralement, on va te demander de mettre toute ton énergie à participer à la croissance. Et en plus, ce qui est génial dans la tech, c'est que on a presque tous le même âge. On a tous la même génération. Il n'y a pas 100 mecs à la tête, ils ont tous 50 ans, comme on peut le voir un peu plus dans des schémas industriels. Et ça, c'est bien parce que ça communique une énergie qui est complètement différente. Et pour ceux qui aiment bien créer des choses, généralement, je pense que tu dois le voir, hein, Elric, pour toi au quotidien, c'est tiens, on a tel projet, est-ce que tu veux prendre le leadership dessus? Est-ce que tu veux prendre la responsabilité de ce projet, Elric? Tiens, pour la semaine prochaine, tiens, regarde ça et ça peut avoir un impact énorme. Hein. Non, si, il y en a, il y a beaucoup. Il y a dans les deux sens. Il y a soit le projet où justement on cherche une personne qui pourrait nous aider dans la boîte qui s'occupe de ça, ou justement il y a nous dans notre équipe SDR qui y arrivent et disent tiens, j'ai vu ça comme problème par exemple et je pense que je peux t'aider à le résoudre, et justement qui se propose. Et donc du coup c'est dans les deux sens. Et comme on est dans une petite boîte, dans une petite structure où on cherche justement toujours à s'améliorer, et bien justement, on arrive avec des personnes qui sont proactives par rapport à ça et qui, dès qu'ils trouvent un problème, en fait, ils vont nous en parler.
Et comme on sait on essaie quand même de voir est-ce que c'est un problème qui est facile à résoudre. Si c'est un problème facile à résoudre, généralement, oui, on le fait tout de suite. Et si c'est un truc qui peut prendre quelques mois, on va on va voir comment on va le gérer ensemble. On va faire plein de calls ensemble pour pouvoir gérer ça. Et tu vois, juste en parlant de ça, on a uniquement parlé de l'ADN de l'entreprise, on n'a même pas parlé de la partie vente. Et je pense que ça, c'est déjà un premier moteur parce que souvent, quand on débute une carrière, on ne sait pas ce que c'est que la vente. Donc, du coup, c'est difficile d'anticiper ce que c'est que le métier. Alors, du coup, il y a des gars comme nous qui parlent autour d'un micro, et qui sont passionnés par ça. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une philosophie complètement différente que des trajectoires si tu vas chez Procter Gamble, tu vois, à la Société Générale, etc. Là, tu te mets dans un schéma de pure croissance et d'être poussé par un positivisme. Et ça change tout parce que c'est un mindset complètement différent qu'on va retrouver dessus. Et moi, je pense que si on passe sur la partie sales, pourquoi prendre un penchant sur la partie sales? Déjà, le premier point pour moi, ce que je trouve génial, c'est que quand tu es commercial, tu discutes avec des clients. Et quand tu discutes avec ces clients, bah, en fait, ça te donne l'opportunité de discuter avec plein de services différents au sein de tes prospects, de tes clients. Et ça, intellectuellement, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que les meilleurs commerciaux qu'on voit, c'est ceux qui comprennent le business de leurs clients. Et si tu poses les bonnes questions, que ce soit au service marketing, au service RH, au service achat, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problématiques, etc. Bah, toi, intellectuellement, déjà, ça te fait comprendre comment fonctionne une organisation, comment fonctionne une entreprise. Et par exemple, si tu es sur les grands comptes, comme Total, on pourrait prendre le CAC 40 avec Total, ou que tu discutes avec Rocket for Sales aujourd'hui, tu vas pas du tout avoir les mêmes enjeux, tu vas pas avoir les mêmes problématiques, la même complexité de vente. Donc du coup, ça te fait réfléchir différemment. Et encore une fois, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui vont être en mesure de comprendre ces différences-là. Et pas de mettre les clients dans une boîte au final. Même si on a un peu tendance à le faire. Mais voilà. Donc voilà. Deuxième point qu'on pourrait voir, hein, c'est la partie conseil qu'on apporte à ses clients. Et le commercial, oui, pour la plupart du temps, c'est des commerciaux chasseurs. On demande souvent des gens qui vont aller chercher des nouveaux clients, du nouveau business de manière constante. Mais encore les meilleurs, c'est ceux qui vont conseiller le client, qui vont adapter, qui vont comprendre le client de la meilleure des manières et donc du coup apporter des solutions. Donc, quand tu discutes effectivement avec différentes typologies de sociétés, ces solutions diffèrent, que tu sois sur des solutions industrielles, enfin des clients industriels. On reprend Total, tu vas avoir aussi des sociétés qui sont dans le service. Des sociétés dans le service vont avoir un modèle de réflexion qui est complètement différent. Typiquement, ces sociétés-là, chaque euro dépensé, c'est un euro perdu, quoi. Donc, du coup, la manière de vendre et d'apporter la bonne solution pour eux va être complètement différente. Donc, pourquoi démarrer comme sales dans la tech? C'est être challengé intellectuellement, c'est comprendre les problématiques et les enjeux des sociétés, et trois, d'avoir ce regard sur la société un peu 360 à terme. Et puis après, tu trouves ta voie dans la vente que tu souhaites adresser. Ouais, ça c'est un point, je trouve ça super intéressant en fait ce que tu étais en train de raconter parce que en fait, il y en a plein de gens, enfin
avant d'avoir commencé dans la vente. Et moi, je pense que c'était un point que je voyais pas. C'est ce côté-là où, en fait, d'être en contact avec plein de gens dans la boîte et où, en fait, ton objectif, au final, c'est pas forcément que de vendre, c'est essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et je m'en suis rendu compte surtout, en fait, c'est quand je bossais dans ma boîte avant chez Chili Piper, où, en fait, on bossait dans plusieurs secteurs d'activité. Et, en fait, tu te rends compte que il y a on vendait un service de recrutement, donc pour des boîtes qui recrutaient vraiment, genre 50 personnes par mois ou plus que ça. Et, et en fait, d'une industrie à une autre, en fait, t'as des grosses différences au niveau de l'opération, en fait, dans la boîte. Et je m'en étais pas rendu compte avant, en fait, de rentrer en contact avec eux et de voir comment ça fonctionnait tout ça. Et il y a les codes de la boîte. Et même s'ils font du recrutement, une boîte, par exemple, un call center, ils font du recrutement. À côté, t'as une compagnie aérienne. Les techniques de recrutement qu'ils font, ça a rien à voir. Et tu te dis, il y a des trucs qui se ressemblent de plus en plus, bien sûr. Mais, au final, de parler avec eux, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses différentes, en fait. Complètement. Et souvent, c'est très lié à la marge qu'elle dégage. Tu vois. Aujourd'hui, on le voit, par exemple, le retail. Le retail a fait sa mutation en digitalisation. Pourquoi? Parce que les marges sont très faibles. Si tu prends la banque, elle est en train de le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que les marges sont plus importantes. Et donc, du coup, les enjeux sont différents, les cycles de vente sont différents. Et je trouve qu'en termes de richesse d'information, c'est absolument génial. Parce que souvent, on parle de jobs comme dans le conseil en strat, qui va t'apporter vraiment une vision 360 du business, de comprendre plein d'enjeux et tout. Et c'est souvent les gens très smart qui y vont dedans. Mais sales dans la tech aujourd'hui peut te permettre de faire un peu la même chose parce que tu vas être en obligation de comprendre comment fonctionne ton business. Et j'ai fait un épisode de podcast sur notre podcast pour le coup, avec David Diaz, qui était Global Account Manager chez LinkedIn et qui est maintenant directeur de Global Account en Europe. Et lui, la première chose qu'il fait, c'est de lire le rapport annuel de ses clients. Et donc, du coup, on n'est pas là à juste prendre le téléphone et dire salut, je m'appelle LinkedIn et comment ça va? On est déjà dans la compréhension du business de c'est quoi les poches business où ça fait de la valeur, de la croissance, etc. Et parce que c'est là où on va pouvoir adapter son plan d'action par rapport à la société cible. Donc, je trouve ça super intéressant parce qu'un consultant en strat, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va lire des rapports, il va lire des différents rapports et après, il va mettre en place un plan d'action. Nous, c'est la même chose. Et c'est ça qui est super intéressant pour avoir un positionnement stratégique, quoi. Pourquoi le faire dans la tech en 2022? Parce que là, au moment où on enregistre l'épisode, en fait, on est fin de l'année 2021. Mais pourquoi aujourd'hui, en fait, faut que les personnes elles commencent dans la tech? Ouais, c'est une excellente question. Et c'est toujours plus vrai chaque année. Je pense que 2022, on le voit sur cette année a été exceptionnelle, notamment sur les levées de fonds en France. Et je pense que ça témoigne aussi de cycles. Et plus ça va s'accélérer. Et au final, 100 millions, ça va devenir presque anecdotique dans 4 ans. Mais si on prend le mouvement maintenant, on va être le leader dans 5 ans. Et en fait, je pense qu'il faut rétro-pédaler sur un peu l'évolution de la vente. C'est limite, on pourrait aller jusqu'à 30 dernières années. En fait, plus ça va et plus on devient excellent dans l'efficacité commerciale. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est absolument génial, moi je trouve, c'est que avant, en fait, il n'y avait pas trop de process dans la vente, les cycles de vente n'étaient pas très bien gérés, etc.
Et les levées de fonds font que les tailles de levées de fonds font que il faut préciser, faut être encore meilleur dans la visibilité business, etc. Et donc du coup, comme il faut être encore meilleur là-dessus, il faut améliorer cette méthodologie de vente. Et je trouve que moi, quand j'ai démarré, la méthodologie de vente dans la tech, il y en avait. Il y avait du Sandler, il y avait du spin selling, etc. Mais ça ne faisait pas religion dans la méthodologie. Alors qu'aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas des méthodologies de vente, il n'y en a pas qu'une seule, mais si tu ne maîtrises pas ça, en fait, tu ne pourras pas être exceptionnel dans ton job. Ce qui est, alors qu'il y a plein d'industries où il va falloir se construire lentement, d'aller chercher l'info soi-même, etc. Là, aujourd'hui, dans la tech, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, hein, c'est vraiment une vraie formation, une vraie acclimatation à, la société. La société que tu rejoins, elle va te transmettre des valeurs, une manière de fonctionner. Deux, une manière de vendre. Et ça, la tech t'offre un formidable cadeau parce que dans 4 ans, dans 5 ans, quand tu auras compris les codes de l'écosystème et compris les codes de cette méthodologie, en fait, tu seras une machine de guerre. Et quand tu es une machine de guerre, derrière, c'est beaucoup plus facile de transmettre, donc du coup de gagner en leadership. Tu vois, je pense pour toi, Elric, hein, tu vois, toi, tu as démarré BDR, aujourd'hui, tu gères une équipe. Je pense qu'aujourd'hui, tu es content d'enseigner ce que toi, tu as appris et tu le fais très bien avec ta newsletter que je trouve ultra pertinente parce que tu nous transmets des tuyaux tous les jours, toutes les semaines. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en peu d'années, au final, dans certains écosystèmes, il faut 10 ans pour passer manager. Là, peut-être qu'en 2-3 ans, tu peux y arriver et commencer déjà à transmettre. Le troisième point qui est relativement important, moi je trouve, dans la tech, c'est un environnement ultra positif et qui communique une énergie débordante. Alors des fois, ça peut être fatigant parce que on est sans cesse à avoir besoin d'accélérer. Ouais. Tu le témoignes? Ah oui, et ça, et c'est aussi par rapport à avant, je ressens de plus en plus le besoin aussi de prendre des vacances pour pouvoir être à 100% quand je bosse, parce que on va dire dans les industries dans lesquelles je bossais avant, je pouvais prendre des vacances, mais je me sentais pas autant fatigué. Donc tu vois, l'énergie, ce que tu dis, et l'énergie est débordante, donc du coup tu es à 150% tout le temps. Mais du coup, comme on parle un petit peu avant tout à l'heure, mais les besoins de faire des pauses de temps en temps aussi, ça permet de recharger tout ça. Exactement, et les sociétés en ont conscience. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en disant, tiens, on fait une journée off chaque mois. Il y a vacances illimitées, etc. Tout ça, c'est dans le cadre du bien-être au travail, mais quand tu es au travail, tu es à 200%. Et ça, je trouve ça génial parce que le travail, c'est encore plus qu'un travail. Ça devient une raison tu accomplis une mission dans ton projet. Même juste de se lever le matin, hein, parce que, on va dire, depuis vraiment les 2 dernières années dans ce que je fais, vraiment, et je compare par avant, c'était en mode, tu te lèves le lundi matin, je sais pas, j'ai pas forcément envie d'aller trop bosser. Et maintenant, comme ce que tu disais, j'ai une raison, et je suis content le lundi matin de me lever et de commencer ma semaine. C'est pas plus comme avant, en fait. Exactement. Et voilà. Et je pense que plus tôt tu commences dans ton parcours dans la tech et dans les sales, plus tôt tu vas accélérer. Et souvent, moi, je croise pas mal de gens qui ont même une trentaine d'années, donc du coup, ils sont relativement jeunes, hein, mais qui n'ont pas fait le pari de rentrer dans des éditeurs de logiciels et tout, et puis ils se retrouvent là, puis ils disent, ouais, j'ai envie de rentrer. Pourtant, c'est quand même simple, ce truc-là. Ouais, mais non, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, il y a une méthodologie de vente, il y a un code, il y a tout ça. Et quand tu as 40 ans et que tu veux rentrer dessus, c'est compliqué. Donc du coup, c'est rentrer sales dans la tech en 2022, c'est faire partie du bon wagon,
Parce que si tu le prends 5 ans plus tard, ben ouais, ça va être compliqué de prendre ça va être plus compliqué, plus difficile de rentrer sur cet écosystème. Et je pense que un job qui est difficile, qui demande beaucoup d'efforts, le job de BDR, donc Business Development Representative, c'est une formidable porte d'entrée dans cet écosystème. Et il ne faut pas avoir peur d'y rentrer en se disant bah ouais, mais c'est un entry job, etc. Ouais, mais tu vois, je pense il y a des gens que je connais, ils sont rentrés, ils étaient limite sales manager dans des sociétés, mais quand ils sont rentrés dans des boîtes internationales de renom, etc., ils ont pris le pari de rentrer BDR. 3 ans plus tard, ils étaient sales managers dans ces sociétés-là. Donc du coup, ça pouvait paraître un step back, vraiment un retour en arrière, mais aujourd'hui, ça a changé leur carrière. Continue sur ça. Moi, c'est ce que j'ai fait un peu. En fait, j'étais passé manager dans mon ancienne boîte et je suis retourné SDR justement là chez Chili parce que il y avait pas d'opportunité pour passer manager, mais je savais que la boîte elle allait grossir et il y a des gens qui peuvent voir ça comme un step back. Mais si tu rejoins la bonne boîte au bon moment, tu sais que c'est pas un step back, vraiment, c'est plus une porte d'entrée sur sur un trampoline en fait qui va t'aider à accélérer ta carrière. Ouais, exactement. Et du coup, tu vois, c'est tout à ton honneur parce que tu as eu l'intelligence de le faire et aujourd'hui, bah, tu reprends ton poste parce que tu as fait confiance à la boîte et la boîte t'a fait confiance. Et c'est un juste retour de manivelle. Il y a un troisième point. Donc le premier point, c'était un peu la méthodologie, de comprendre un peu cette efficacité commerciale, donc d'être vraiment un top gun de la vente. Le deuxième, bah, c'est de rentrer un peu dans l'écosystème. Le troisième point qui est relativement qui est important, hein, on ne va pas se le cacher, c'est la partie argent. La partie argent c'est des univers où les salaires peuvent grimper très rapidement. Où en quelques années, te retrouver sur des salaires à 6 chiffres très rapidement. Plus tu vas être bon, et c'est très lié à la méritocratie dans notre univers. Donc c'est un univers de sales, hein, de performance. Plus tu es performant, plus tu gagnes. Donc du coup, il ne faut pas que ça soit le moteur premier, parce que ça veut dire que tu ne feras pas partie du projet, tu ne feras pas partie de tout ça. Mais comme dirait l'autre, ça mettra du beurre dans les épinards. Et il faut donner énormément d'énergie, mais le retour de manivelle se fait. Et tu peux grimper très rapidement. Qui plus est en ce moment, où moi, quand j'ai démarré en tant que sales, tu démarrais à 30 000 euros brut de fixe, voire moins. Maintenant, c'est pas fini, mais ça devient compliqué. C'est-à-dire que, en gros, ça devient très compliqué parce que la compétence est rare sur le marché. Je ne sais pas si dans ton audience, tu peux avoir aussi des alternants, etc. Je les invite vraiment à aller dans des super boîtes qui vont les former correctement parce que derrière, il va y avoir des gros gaps de salaire. Justement, en parlant de ça, pour les alternants ou des gens en fait qui veulent commencer dans leur carrière dans la tech, toi, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommanderais une start-up qui est en train de commencer, il y a pas d'équipe en place encore, il y a tout à faire, ou par exemple une boîte qui est déjà en place où il y a une équipe, par exemple, une équipe SDR où il y a déjà des process en place? Qu'est-ce que tu leur conseillerais en fait justement? Alors, c'est une question un peu tricky. Il y aura sûrement des gens qui vont m'en vouloir. Mais je pense que quand tu es jeune, je pense qu'il faut déjà... le premier point, c'est est-ce que la personne qui va t'embaucher, qui va être ton manager, va être en capacité de t'apprendre? D'où elle vient? Est-ce qu'elle sait faire? Etc. Si tu vas chercher une boîte où il y a tout à faire, tout à construire, mais que le management ne va pas être là pour t'épauler, j'ai envie de dire ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas comprendre des principes, tu vas comprendre certaines choses, mais tu vas pas être prêt à l'emploi pour sortir. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller dans des endroits de sales excellence. Il y a de très belles sociétés
ou qui vont t'expliquer comment fonctionne la vente. Qui vont te donner de la vision, qui vont te donner de l'efficacité commerciale, etc. Et si tu passes par ces projets-là dès le début, bah, en fait, ça va tout changer. Ça va tout changer dans ta carrière parce que tu auras eu un fast track, un avancé en avant, mais terriblement rapide. Et c'est ça qui va changer ta carrière. Donc, moi, j'irai sur des choses plus structurées. Et comment tu fais, par exemple, pour trouver des boîtes un peu plus structurées? Parce que justement, les gens qui vont écouter, ils vont se demander, ouais, c'est très bien, mais du coup, comment je fais pour savoir? Parce que tous les deux, on connaît des boîtes, mais enfin, là, on pourrait donner la liste, mais la liste, elle n'est pas exhaustive. J'imagine, il y a plein de boîtes qui sont bonnes, mais comment tu fais pour les détecter? Ouais, en fait, je pense, déjà, il y a plein d'indicateurs, hein. C'est-à-dire, moi, le mieux, c'est d'aller sur LinkedIn, de voir la taille de la structure. Plus le nombre de commerciaux va évoluer, plus ils sont obligés de structurer. Dès que tu commences à avoir une trentaine de sales, tu commences à avoir des gros process quand même, des process qui se mettent en place. Tu peux aller voir la dynamique aussi. Moi, je regarde ça sur la dynamique marketing de la société. C'est un très bon indicateur de où va la société et de la dynamique de la société. Le troisième point que je regarderai, c'est le management, d'où il vient, ce qu'il a fait. S'il vient de grosses structures, c'est assez intéressant parce qu'il va avoir des process et une manière de fonctionner. Alors, il ne faut pas regarder que ça. Il y a de très très bons qui ne viennent pas forcément de grosses structures. Mais et là, en fait, il faut juste échanger avec la personne et comprendre là où elle va pouvoir l'emmener. Mais statistiquement, si on reprend des stats, parce que je suis assez fan de ça, quand il vient de moins grosses structures, enfin moins structures digitales ou en vogue, il y a moins de process. Mais quand tu démarres, j'invite à ça. Ça ne veut pas dire que pour la suite, c'est la même chose, mais c'est bien regarder la taille d'équipe commerciale, la dynamique de la boîte et le management. Et il y avait un point que tu disais là sur la partie marketing. En fait, ça, c'était pas un point que je voyais avant, vraiment, avant d'avoir rejoint Chili Piper. Et c'est pas pour te dire, ah oui, Chili Piper, c'est génial et tout. Enfin, je suis vraiment content dans la boîte. Mais le truc, c'est que, en fait, quand tu fais partie d'une boîte où il y a le marketing aussi qui est super bon, en fait, toi, en tant que sales, ça t'aide énormément. Et je l'ai vu et je m'en suis rendu compte, en fait, dans l'ancienne boîte où j'étais. En fait, quand tu as une boîte où le marketing, il commence, mais tu sais, la boîte, elle est pas trop connue. Quand toi, tu es commercial, en fait, tu dois faire le taf aussi de faire pourquoi ta marque, elle est importante. Alors que quand ta marque sur le marché est déjà connue, alors que la boîte, elle a jamais entendu parler de toi, c'est beaucoup plus facile à commencer une conversation avec eux. Et là, je le vois chez Chili Piper. Là, maintenant, je bosse sur le marché européen, mais quand je bossais sur le marché américain, t'appelles un mec et quand t'as jamais parlé avec lui et que tu dis t'es Chili Piper et il dit ah ouais Chili Piper, ah ouais j'entends trop de bonnes choses sur vous. Et en fait et quand la boîte elle est pas énormément connue comme un Salesforce, enfin on n'est pas au même stage qu'un Salesforce ou une boîte dans ce genre-là, mais tu sais que toi ton taf de commercial en fait au final ça va être beaucoup plus simple parce que t'as déjà une marque en fait avec laquelle tu bosses. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai un bon souvenir d'une boîte qui est assez connue sur le marché français, qui s'appelle Spendesk. J'ai connu cette boîte, je pense, il y a 3-4 ans maintenant. Et j'étais impressionné. Je me dis, mais cette boîte, elle doit avoir 200 employés, un truc. Le marketing était ultra bien léché, enfin, tout était bien fait, tout était bien pensé, tout était fluide. Et je vais voir sur LinkedIn et je vois 50 employés. Et là, je me dis, mais en fait, les gars, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont développé une telle notoriété et ce qui a fait le succès de cette boîte. On pourrait prendre Aircall, on pourrait reprendre toutes ces sociétés-là, Content Square également. C'est à chaque fois où le marketing est prépondérant dans la notoriété, dans la communication. Et ça témoigne aussi d'une dynamique de société. Et c'est aussi un changement aussi en fait parce que
Ça, c'était pas un truc comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était qu'il y a 30 ans, la dynamique de sales a été vraiment différente. Mais avant, les boîtes, elles étaient très drivées en fait par l'équipe commerciale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est très drivé par les deux en même temps. En fait, il y a le marketing qui aide beaucoup à la croissance de la boîte. Et du coup, en fait, l'équipe commerciale, c'est beaucoup plus simple pour eux en fait de bosser. Exactement, et de plus en plus, alors c'est pour ça qu'on parle de revenus ops, etc., et de rejoindre les deux. C'est très difficile aussi d'éviter les guéguerres entre marketing et sales. Nous, les sales, on se plaindra toujours. Mais, mais, euh, mais ça fait partie du jeu. Mais je trouve que c'est un super binôme parce que c'est là où, en gros, on peut accomplir de très belles choses et de faire décoller une société. Il y a un point que je voulais rajouter aussi sur pourquoi être sales dans notre univers. Je trouve que moi quand je suis passé du service au software, au logiciel, ça a tout changé dans le sens où euh, c'est notamment sur la partie adrénaline. Alors, je suis ancien sportif de haut niveau, mais et j'ai retrouvé ces moments uniques. Je faisais du judo, j'ai fait pas mal de judo. En fait, bon, judo très individuel, donc du coup, sales aussi, c'est un peu individuel, même si ça a tendance à changer. Mais des moments uniques en termes d'adrénaline. C'est-à-dire que les fins de quarter où t'exploses les chiffres, t'as l'impression d'être un trader, quoi. Mais c'est la résultante du travail que t'as fait les mois précédents. Et c'est pas par hasard, mais ça te communique une telle adrénaline business. Moi, je me souviens, hein, une fois, mon deuxième quarter chez LinkedIn, j'arrivais même plus à écrire un mail la dernière semaine, quoi. Je mettais une demi-heure à écrire un mail, tellement c'était euphorisant. Et je me suis dit, waouh, c'était Las Vegas, quoi. Ça tombait, etc. Bon, c'était aussi grâce à la société qui s'organisait bien, mais c'était absolument dingue. Et on était là sur un floor, on était 40 de nationalités internationales tous ensemble. C'était absolument génial. C'était à celui qui allait faire le plus grand nombre de closing, etc. Donc, du coup, c'était très galvanisant. Et aussi, tu as la partie reward derrière. C'est-à-dire que quand tu performes, bah, les sociétés savent aussi te remercier de l'énergie que tu as mis à contribution. Et je trouve ça, tu t'es inspiré par les profils. Toi qui es dans une boîte US, alors là, c'est les champions du monde de l'inspiration, quoi. Ils essaient de te communiquer ça, mais au début, moi, j'y croyais pas. Enfin, en tant que bon français, je me dis, oh, c'est un peu too much. Enfin, voilà. Mais quand tu fais partie de ça, je pense que en fait, ça communique tellement une énergie positive et communicative à ton équipe que bah, tu te dois de refaire la même chose avec tes équipes dans le futur. Et c'est ce que je tente de faire avec mes équipes aujourd'hui. Mais tu inspires, tu essaies de transmettre. Et c'est ça qui est formidable. Et là, on arrive justement à la fin de l'épisode et on va partir sur la deuxième partie. Mais avant de passer sur la dernière partie, si les gens ils devaient oublier en fait tout ce qu'on vient de dire tous les deux et qu'ils devraient retenir que 3 choses de l'épisode, qu'est-ce que ça serait? Si tu dois être sales dans la tech, c'est faire partie d'un projet, de développer de réelles compétences et de rejoindre des gens qui sont bons sur le marché. C'est ces 3 choses-là que je communiquerai parce que au final, là, quand tu rejoins cet écosystème, c'est rejoindre la Ligue des Champions. Tu vas pas pour les petits matchs dessus. C'est que ça te change ta carrière et ça te change aussi ta réflexion sur le futur. Donc, c'est ces 3 points-là que je retiendrai. Complètement d'accord avec toi en fait. Tout ce que tu viens de dire, là, les 3 points, c'est exactement ce que je sens là sur les 2 dernières années en fait que je suis dans le software et c'est exactement ça. Donc, Bon, bah, c'est bon, je suis dedans là. Du coup, t'as peut-être déjà répondu à cette question là tout à l'heure, mais si tu devais recommencer ta carrière de zéro dans la vente aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ouais, moi je pense que je redémarrerais de zéro. Je pourrais avoir un fast track
et je démarrerai BDR dans une boîte US à dimension internationale avec des process. Donc du coup, qui est renommé sur le marché. C'est là où j'accélérerai plus vite. Et voilà. Et si je peux donner un deuxième conseil là-dessus, je pense que j'étais ambitieux, je voulais aller vite. Je pense que j'aurais dû plus écouter mes mentors. On n'a pas parlé de mentoring, mais ça c'est important aussi dans l'écosystème. Euh, J'aurais dû plus écouter et me laisser driver par eux, parce que potentiellement j'aurais une autre carrière. Alors que j'étais peut-être un peu têtu à l'époque. Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. Exactement. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Je pense ce que j'aurais aimé savoir, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'avoir des témoignages de ce qui est possible ce qui est possible et ce que ton métier change fondamentalement chez tes clients, de voir l'impact que tu peux avoir sur une organisation, de comprendre le métier en fait. De comprendre le métier, moi ça m'aurait vraiment servi parce que ça m'aurait mis des étoiles dans les yeux et j'ai eu de la chance de rentrer là où je suis aujourd'hui, mais ça s'est fait par hasard. Alors que, en fait, si on m'avait mis des étoiles dans les yeux en me disant ouais, tiens, c'est ça que je veux faire, ben en fait, j'aurais pu, ça m'aurait aidé. Si tu as un conseil à donner, ça peut être pour des IR, des account executives ou des VP Sales ou SDR Manager, qu'est-ce que ça serait? Alors, j'ai parlé de mentoring, donc là, je reprendrai ce conseil-là de écouter les gens qui vous inspirent. Et faut pas forcément faire exactement ce qu'ils disent, mais de s'inspirer. Ils ont souvent quelques années d'expérience, donc du coup, faut comprendre le message qui se cache derrière. Le conseil, c'est j'ai écouté un épisode, mais complètement à part, sur le fondateur d'Eric Kaiser. Eric Kaiser d'ailleurs, c'était Eric Kaiser, le boulanger. Et, donc rien à voir avec la sales dans la tech et tout. Et je trouve qu'il dit qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, c'est le travail qui paye. Et donc du coup, le conseil, c'est souvent on a tendance à dire ah ouais, non mais je veux plus prospecter parce que X, etc. Ouais, mais les gars, gagner 150 000 ou 200 000 euros par an, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc du coup, ça passe par un travail que tu as fait en avance, etc. Et je pense que le conseil que je pourrais donner, c'est ouais, investissez-vous à fond, donnez-vous à fond, et ouais, ça va payer. Après, il faut choisir les bonnes boîtes. Mais parce qu'il y a aussi ça qui peut avoir un impact. Mais je me dis, ça aura toujours un retour de manivelle positif si vous vous donnez à fond. Si vous vous donnez à fond, vous allez monter en compétences et être encore plus performant vis-à-vis de vos clients. C'est ce qui s'est passé. Je me suis donné à fond dans la société de service. Le jour où je suis passé chez LinkedIn, j'ai explosé les chiffres. Les gars, ils me disaient, mais comment tu fais? Bah, je sais pas, je me suis donné à fond, je réapplique la même méthode et boum, j'y vais, quoi. Et je pense que ça, c'est un super conseil parce que c'est ce qui va aider des jeunes à vraiment accélérer leur carrière, de se donner à fond, quoi. Donc, si tu avais 3 livres, ça peut être ça peut être des livres, du contenu, des blogs ou autre chose que tu recommandes, qu'est-ce que tu recommandes? Contenu, je dirais, allez, c'est cadeau de Sales Game, je le recommanderais. Je trouve que c'est un petit clin d'œil, mais je trouve que je lis pas beaucoup de newsletters, mais la tienne est intéressante parce que c'est tout en simplicité, mais avec des tuyaux assez pertinents et actionnables. Donc du coup, typiquement sur des jeunes qui démarrent dessus, je trouve ça inspirant de trouver du contenu très synthétisé et après qui permet d'ouvrir dessus. Il y a un bouquin qui m'a marqué, mais alors là on est plus sur
une dimension boîte. Univers, c'est l'entreprise du bonheur de Tony H. Celui-là, il est assez exceptionnel et je trouve que assez révélateur. Le jour où il s'est fait racheter sa boîte par Oracle, il y a très longtemps, en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était plus dans les valeurs de sa boîte. Il n'était plus dans la bonne dynamique. C'était pas ce pourquoi il voulait créer une boîte et il a fondé Zappos avec une telle... En fait, les employés faisaient partie de la boîte et les employés faisaient partie de la croissance de la boîte. Et il avait tout compris sur comment créer une culture de société, mais une culture positive qui va les permettre de faire de la croissance et que tout le monde fasse partie du projet. Ça, c'est un bouquin que j'ai adoré. Et puis, ouais, ça va être les deux sources. Et puis après, il y a plein d'éléments que je regarde. Si on peut trouver un truc un peu plus changeant. Mais moi, j'aime bien regarder aussi tout ce qui passe par Crunchbase, toutes les levées de fonds. Je trouve ça assez formidable aussi donc là, c'est un peu ton propre machine learning, mais de voir un peu les tendances de levée de fonds. De voir les montants, de voir qu'est-ce que fait la boîte. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'essaie de regarder de manière presque quotidienne parce que ça me fait comprendre l'écosystème. Et c'est en anglais, faut aller dans le détail et tout, mais c'est pour moi une source d'information relativement importante. Et voilà, là, typiquement, les fintech en ce moment, il n'y a que ça. Enfin, tout le monde, ça pop presque toutes les semaines avec des projets plus ambitieux les uns que les autres. Et je trouve ça formidable. Donc, du coup, je suis ça de près. Parfait. Bon, du coup, Clément, merci beaucoup. Merci à toi, Elric. Toujours un bon moment partagé avec toi.